Ma Dolto de Sophie Scherer aux éditions Stock. Premier chapitre pour enfants. C'était un jour de 1998. Ma fille, Mathilde, avait 8 ans, l'âge auquel, selon Françoise Dolto, un enfant est élevé. Je venais de souscrire un abonnement à la médiathèque de Metz, la ville la plus proche de chez nous, qui donnait le droit d'emprunter, chaque semaine, 6 livres et 2 cassettes vidéo. À l'époque, les DVD n'étaient pas répandus. J'avais pour habitude de prendre un film ou un documentaire catalogué pour adultes, et à la section jeunesse, un dessin animé, Charlot ou Laurel et Hardy, documentaire animalier. Et ce matin-là, un matin de printemps, je m'étais installée devant l'écran de télévision pour visionner ma cassette pour adultes de la semaine. Un film intitulé « Françoise Dolto, tu as choisi de naître » d'Elisabeth Coronel et Arnaud de Mézamat. C'est un délice, un grand luxe quand on travaille à domicile, de pouvoir regarder de temps en temps un film en dehors des heures convenues. La cassette se déroulait, et au fur et à mesure de ma découverte des péripéties de la vie de Françoise Dolto et des trouvailles enthousiasmantes de son travail, je me disais « Tiens, il faudra que je raconte ça à Mathilde ce soir. Tiens, je repasserai cet extrait à Mathilde mercredi. Tiens, ça va intéresser Mathilde d'apprendre ceci et cela. Tiens. » Pour finir par me rendre à l'évidence, cette cassette, que je croyais pour adulte, c'est aussi et surtout pour enfants qu'elle était. C'est peut-être à ce moment-là que naquit au fond de moi l'idée d'écrire un jour ce livre. Je commençais à y penser. Françoise Dolto avait passé sa vie à travailler avec les enfants, par les enfants, pour les enfants. Elle avait mis au point, grâce à sa fréquentation inlassable de nombreux enfants souffrants, mais aussi grâce aux souvenirs de sa propre enfance tourmentée, une méthode inédite d'écoute, d'observation et d'expression de son intuition, dans un langage proche du leur, qui aboutissait à des guérisons parfois spectaculaires, parfois lentes, toujours impressionnantes. On parlait d'elle, entre adultes, pour chanter ses louanges, pour la caricaturer parfois, mais les enfants ne la connaissaient pas. Mon réflexe devint une réflexion. Je me mis à en parler, à tester mon projet, au gré de mes rencontres avec les lecteurs. Invitée par hasard dans une école Françoise Dolto du sud de la France, l'hiver suivant, j'en profitais pour demander à la cantonane si quelqu'un savait pourquoi cette école avait été baptisée ainsi. Et une petite fille me répondit « Oui, parce que c'est le nom de l'ancienne directrice. » 2 ans plus tard, dans une école française du Maroc, je racontais l'histoire du petit garçon qui voulait qu'on le jette et de sa guérison, afin de tester l'attention et l'intérêt des auditeurs pour le sujet. Un élève de 10 ans vint me trouver à la fin de l'heure et me demanda bouleversé. « Mais cette dame dont tu nous as parlé, c'est pas possible, elle venait d'une autre planète. » Alors le livre se mit à mûrir. Je voulais raconter la vie de Françoise Dolto, mais que ce ne soit pas une biographie classique. Je voulais défendre son combat, mais que ce ne soit pas un pamphlet. Je voulais parler de l'inconscient à des profanes, mais que ce ne soit pas la psychanalyse expliquée à ma fille. Je crois que c'est en trouvant son titre, j'ai envie de dire son nom, que j'ai compris ce qu'allait représenter ce livre pour moi. Parce que le grand public l'avait découverte quand elle avait presque 70 ans. Parce qu'elle était apparue à la télévision, cheveux argentés, bien coiffés, la petite laine sur les épaules et les lunettes sagement posées sur le nez. Françoise Dolto était trop souvent présentée comme une grand-mère gâteau de publicité. Un membre honoraire de ce club imaginaire, plus pervers que rassurant, qui compte dans ses rangs Mamie Nova, Confiture Bonne Maman et Café Grand-mère. Moi, c'est dans un western trépidant que je la voyais jouer, dans un film d'aventure. Elle accourait, elle vengeait, elle sauvait. Elle était Zorro, Robin des Bois, Thierry Lafronde, et fille en plus.
Elle était le long métrage, pas la coupure publicitaire. Alors ce livre, que j'avais d'abord songé à intituler Ils n'ont qu'à dire la vérité, pour reprendre sa réponse à la question mais enfin, que faut-il que les adultes disent aux enfants pour ne pas risquer de commettre d'erreurs? Je décidai de l'appeler Ma Dolto, pour qu'il sonne comme Ma Dalton, mère tutélaire, rebelle patentée. Parce que cette Françoise Dolto-là, c'est la mienne, bien que je ne l'ai pas rencontrée, à la fois distante et si proche, et que c'est ma vision d'elle, subjective, partiale, incomplète, que je livre dans ces pages, en murmurant son nom autant que je le clame, comme on dit quelquefois, mon enfant, mon héros, mon amour. Fin de la lecture du premier chapitre. Chapitre 2. Nuances. Les gosses, les gamins. Les mômes, les minots. Les petiots, les marmots. Les grouillots, les loupiots. Les mioches, les moutards. Les lardons, les merdeux. Les morveux, les pisseuses. Les mistons, les chiffons. Les biquets, les morpions. Les polissons, les galopins. Les marmoussets, les diablotins. La marmaille, les mouflets. Les moujingues, les trouspets. Les gnards, les chiards, les drôles. Les pètes à 20 ongles, les nains. Françoise Dolto disait les nouveaux. Chapitre 3. Larmes. Une jeune fille de 25 ans est assise sur le divan du cabinet du psychanalyste René Laforge. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Ils ne sont encore que 12 psychanalystes en France, en ce mois de février 1934. Et Laforgue, à 40 ans, est le plus fameux. Il a pignon sur rue dans le 8e arrondissement de Paris. La jeune fille ne sait pas qu'un jour, elle sera l'un des leurs. Pour l'instant, elle pleure. Le psychanalyste vient lui dire, avec son accent alsacien à couper au couteau, des mots qu'elle n'a jamais entendus, dans aucune autre bouche. Vous dites tout ce que vous pensez. Tout ce qu'elle pense, c'est trop. Trop de souffrance, trop de culpabilité, trop de liberté tout à coup. Par où commencer? D'ailleurs, sur le moment, elle ne pense à rien. Elle a tué sa sœur aînée, elle a désespéré sa mère, elle a rompu ses fiançailles, elle se fait traiter de putain et chasser de chez elle. Elle n'a pas de mari, pas de métier, pas d'argent. Elle n'arrive plus à lire une seule page, à suivre un seul cours. Elle ne dort plus, c'est une fille perdue. Ce que les mots ne sont pas encore capables d'exprimer, faute d'habitude, d'expérience, d'autorisation, les larmes le font parfaitement. Elle en déborde. 3 séances durant, Françoise Marette ne fera que sangloter, sans que son analyste ne l'interrompe d'un geste ni d'une question. 3 fois 55 minutes dans la semaine du 17 au 23 février 1934. C'est long. Puis le cœur, enfin irrigué, le sommeil retrouvé grâce à cette liberté de pleurer, elle se mettra à parler, à raconter ses rêves, à exhumer des souvenirs pendant 3 ans. Ce qui est très long aussi, relativement. Unique dans la carrière de Laforgue, les cures chez Freud, à l'époque, durent 6 semaines. Le dernier jour de sa psychanalyse, arrêté le 12 mars 1937 d'un commun accord, c'est lui, le thérapeute, l'aîné, le sage, qui se met à pleurer, à la tutoyer, en un étonnant concentré de familiarité et d'abandon. Lui qui est resté à distance derrière son bureau toutes ces années, il lui avoue, en guise de viatique, « Je n'ai jamais aussi bien travaillé qu'avec toi. Une boucle est bouclée, un relais est passé. Des larmes ont changé de visage. » Chapitre 4. Le petit garçon qui voulait qu'on le jette. Il était une fois un petit garçon de 2 ans qui paraissait beaucoup plus jeune. Autant c'est agréable, parfois, de pouvoir se rajeunir de quelques années quand on est adulte. Quand on est un enfant, c'est souvent signe de malaise, de malheur, de ne pas faire son âge.
Ça peut même devenir mortel. Ce petit garçon de 2 ans paraissait 9 ou 10 mois. Non seulement il était retardé, ne parlait ni ne marchait normalement, mais il attrapait maladie sur maladie. Otite, bronchite, mastoïte, rhinopharyngite, troubles de la digestion. Et pire encore, il avait l'air fou et il était répugnant. Il passait son temps à se souiller de toutes sortes de façons. Son nez coulait de la morve, sa bouche coulait de la bave. Il n'avait jamais été propre. À peine lui changeait-on sa couche qu'il se ressalissait. Sans compter les moments où c'était presque à chaque repas, où il vomissait ce qu'il avait mangé. Pour couronner le tout, depuis toujours et sans explication possible, il était couvert d'eczéma. Les aides-soignantes de la DAS, où il avait été placé à l'âge de 3 semaines, n'en pouvaient plus de s'occuper de lui. Elles se le repassaient, comme un vieux sac poubelle mal fermé qui sentait mauvais et qui fait peur. Elles en avaient un peu honte, mais c'était plus fort qu'elles. Il fallait qu'elles le disent. « Prends-le, toi, il me dégoûte. »« Oh, mais moi aussi, il me dégoûte. » Et dans les rapports écrits du service de médecine, c'était pareil. On pouvait lire entre les lignes des comptes rendus de maladies diverses. Celui-là, si seulement, on pouvait nous en débarrasser. En ce temps-là, Françoise, qui ne s'appelait pas encore Dolto, mais Marette, était connue dans la profession, sous le surnom de « folle qui parle au bébé ». On la trouvait bien sympathique, certes, avec sa bonne humeur imperturbable, sa voix claire et ses bonnes joues, mais zinzin. Parler au bébé. Il était établi, de toute éternité, que les bébés sont des petits tubes digestifs qui ne savent que manger, dormir et n'ont besoin de rien d'autre. Françoise Marette, elle, croyait que les bébés, comme tous les êtres humains, ont aussi besoin, un besoin vital de langage, besoin qu'on leur parle, besoin qu'on les écoute, besoin qu'on les considère, besoin qu'on les aime en somme, qu'on les aime comme des personnes. On lui amena ce petit garçon, braillant et puant, pour qu'elle le soigne. Elle commença par prendre des renseignements sur lui, ce qu'avait été sa vie jusqu'à présent, tout ce qu'on pouvait savoir. Elle apprit qu'il avait été abandonné par sa mère à la naissance, avec la demande expresse, ce qui était rarissime, 1 fois sur 1000 environ, qu'en aucun cas il ne puisse la retrouver, ni apprendre qui elle était, ce qui s'appelle accoucher sous X, c'est-à-dire de façon anonyme, sans inscrire de nom de famille. Pour bien manifester cette volonté, la mère avait donné en revanche 3 prénoms à l'enfant. Ces 3 prénoms, Françoise les dit au petit garçon bien en face. « Bonjour, tu es G, F, R. Et moi, je suis la doctoresse Marette, et je soigne les enfants qui souffrent. » Il hurlait de détresse, les yeux hagards. Mais en entendant ces 3 prénoms, ceux que sa mère lui avait donnés avant de disparaître pour toujours, il parut intrigué par la personne qui le tenait dans ses bras et qui était la première à s'intéresser à lui, la première à l'appeler par son nom entier. Il la regarda. Elle lui expliqua, à 2 ans, les yeux dans les yeux, pourquoi il était là. Elle lui dit « Toi seul sais pourquoi tu as survécu à tant de malheurs, mais tu as survécu. » Elle le revit plusieurs fois. Un jour, en cherchant de son mieux ce qui pouvait expliquer son attitude, ses maladies à répétition, sa saleté congénitale, l'eczéma permanent qui lui faisait comme une carapace, elle eut une idée. « Et si c'était, dit-elle au petit garçon, par amour pour ta maman que tu es comme ça. Tu aimes ta maman, c'est normal. Tous les enfants aiment leur maman. Ta maman t'a porté pendant 9 mois, elle t'a mis au monde, tout en sachant qu'elle allait t'abandonner le jour de ta naissance. » Il écoutait de façon de plus en plus attentive. « Et si tu étais tout le temps sale et mal en point, en train de hurler pour recréer avec tout le monde la relation que tu as eue avec ta maman, une relation de rejet.
Et si tu voulais être rejetable par tout le monde, pour que tout le monde soit comme ta maman? Il eut un reflet étonnant dans le regard. Mais, poursuivit-elle, ta maman, elle t'a rejeté. Elle t'a rejeté pour que tu sois, sans elle, moins malheureux qu'avec elle. Elle sentait, en le regardant attentivement, réagir à ses paroles, qu'elle avait touché quelque chose d'important. Depuis ce jour, le petit garçon se mit à changer. Il cessa de vomir, de couler du nez, de pisser et de chier partout. Il commença à regarder les gens autour de lui, au lieu de fermer les yeux de douleur. Il sourit, il prit du poids, il fut propre. Il marcha à 3 ans. Il put quitter la pouponnière et être placé dans une famille d'accueil, avec 5 autres enfants d'adoption. Il fut, paraît-il, très heureux. Chapitre 5. Premier amour. Françoise a 8 mois. Elle vient de perdre son premier amour. Elle s'apprête à mourir de chagrin. La nurse qui s'occupait d'elle, une Irlandaise de bonne famille, sœur d'avocat, fille de juge, venue comme jeune fille au père chez les Marettes, a été renvoyée brutalement dans son pays du jour au lendemain, sans autre forme de procès. Cette jeune femme chaleureuse et farfelue, qui a un jour teint le bébé en bleu, de la tête aux pieds, pour qu'elle ressemble à un ange, et s'adresse à elle si maternellement dans sa langue que les parents sont obligés de parler anglais à leur enfant pour qu'elle leur sourie, est aussi une délinquante, qui subtilise des robes et bijoux à sa patronne, pour se rendre à des fêtes clandestines. Les objets finissent toujours par réintégrer leur place, sauf une fois. Un soir où Madame Marette veut mettre pour sortir sa broche en diamant, son plus beau cadeau de mariage, elle ne la trouve plus. Son mari et elle portent plainte. La police se met à enquêter sur tous les habitants de l'immeuble de la rue Gustave-Zédé, dans le 8e arrondissement de Paris, à les filer. Et un jour de printemps 1909, elle découvre le landau du bébé qui devrait être à cette heure en promenade au jardin du Rénalga, garé devant un hôtel de la rue Vineuse. Une petite rue qui forme un coude entre les hauts murs blonds du quartier. Baptisée ainsi parce qu'elle occupe l'emplacement d'anciennes vignes. Le champagne y coule à flot et la cocaïne y exerce ses ravages. Ce n'est pas un endroit pour emmener un bébé, mais c'est plus fort qu'elle. La jeune Irlandaise a beau être droguée jusqu'aux yeux, l'hôtel en question a beau être un hôtel de passe de luxe où elle vend ses charmes, elle s'est attachée passionnément à cette petite fille, elle ne l'abandonnerait pour rien au monde, et cet amour est réciproque. Alors, elle l'emmène partout avec elle, y compris dans ce lieu de perdition, avec plus de naïveté que de malice. Les parents la renvoient, sans faire de scandale, parce qu'elle s'est confondue en promesses et qu'elle a imploré leur pardon à genoux. Elle rend les robes et les colliers empruntés, s'explique sur son désir d'être belle, mais la confiance est brisée. Nul ne dit mot de cette histoire à la petite fille, que personne ne déguisera plus en ange, que personne n'emmènera plus dans des fêtes suspectes, que personne ne bercera plus de paroles enjouées. C'est un arrachement sans phrase. Un être aimé était là, il disparaît, d'une seconde à l'autre et ne revient plus. Le bébé met 3 jours à comprendre, 3 jours à se résigner, et ne se résigne pas. Si l'amour est mort, il faut mourir. Il attrape une double bronchopneumonie. La séparation lui a littéralement coupé le souffle. Alors la mère puise dans son inquiétude des ressources insoupçonnées. Elle, qui est une femme de la bourgeoisie du début du siècle, guindée, coincée, peu démonstrative, rétro, résumera sa fille plus tard, se transforme en bête aux abois, en mère louve révoltée, et serre son enfant contre elle, tout contre, une nuit entière, bien après la tétée. Instinctivement, farouchement, peau contre peau, corps à corps, elle donne à son enfant mourant l'air qui lui fait défaut, la chaleur qui se passe des mots qu'elle ne sait dire, l'amour pur qui sauve la vie. Et sa vie est sauvée. Cette aventure,
la petite fille, devenue une jeune femme de 26 ans, la reconstituera plus tard au cours de sa psychanalyse, grâce aux révélations de ses rêves récurrents et de ses associations d'idées, grâce aux questions qu'elle posera alors à sa mère qui viendront raviver des souvenirs intacts. Plus personne ne se souviendra du nom de la nurse irlandaise. Mais, comme au soldat inconnu, on a envie de lui ériger un monument, car elle fut le premier objet d'amour d'un être qui, sans relâche, tout au long de sa vie, creusera les mystères de l'amour et tâchera de soulager les blessures. Tout est de sa faute. Fin de la lecture du chapitre 5. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va résumer les 5 premiers chapitres du livre Ma Dolto de Sophie Scherer. Le premier chapitre s'appelle Pour enfants. L'auteur nous raconte que en 1998, elle a loué à la médiathèque une cassette qui racontait la vie de Françoise Dolto. Et cette cassette, quand elle l'a regardée, elle s'est dit il faudrait que je raconte telle chose à ma fille, telle autre, et que je lui montre tel extrait. Et à la fin, elle va réaliser qu'en fait, la vie de Françoise Dolto, elle aurait aimé pouvoir la raconter à sa fille en entier. Elle se dit même que c'est étrange que beaucoup de gens ont écrit sur Françoise Dolto, mais personne n'a jamais écrit sur Françoise Dolto pour les enfants. D'ailleurs, un jour, elle va dans une école qui s'appelle Françoise Dolto et aucun des enfants qui sont présents dans l'école n'ont entendu parler d'elle. En fait, c'est une psychanalyste qui a soigné surtout des enfants en travaillant, comme le font les psychanalystes, sur la parole, en leur disant des choses. Mais la vie de cette femme et son histoire n'est pas quelque chose qui a été beaucoup abordé avec les enfants. De plus, l'auteur dit qu'elle a été connue autour de ses 70 ans. Mais comme elle avait 70 ans, elle avait déjà des cheveux gris, un look de petite mamie, et elle ressemblait plutôt au gang de Mamie Nova, Confiture Bonne Maman et Café Grand-Mère. Et l'auteur trouve que c'est pas juste parce qu'elle n'était pas une petite mamie. Et elle aurait plutôt mérité qu'on lui consacre un western qu'une pause de publicité. C'est une petite blague et on voit que le livre va être quand même parsemé de petites touches d'humour, hein. Donc l'auteur avait hésité à appeler son livre « Ils n'ont qu'à dire la vérité ». C'était une réponse de Françoise Dolto à un journaliste qui lui avait demandé comment il faut parler aux enfants. Mais finalement, elle a choisi d'appeler le livre « Ma Dolto » comme « Ma Dalton » parce qu'elle trouve que Françoise Dolto, c'était une grande aventurière. Le chapitre 2, il s'appelle « Nuances » et c'est tout un tas de surnoms qu'on peut donner aux enfants qui vont de gosse à les nains en passant par les loupiaux ou les morpions. Et cette grande liste se termine par Françoise Dolto disait les nouveaux. Donc pour Françoise Dolto, les enfants c'était des nouveaux, certainement des nouveaux êtres humains. Le chapitre 3 s'appelle Larmes. Et dans ce chapitre, l'auteur nous raconte qu'il y a une jeune fille de 25 ans qui allait faire une psychanalyse, à une époque où la psychanalyse n'était pas encore connue. La psychanalyse, c'est une forme de thérapie, donc c'est quelque chose qu'on fait auprès d'un psychologue qui consiste à soigner avec des mots. Ça a été inventé par Freud, la psychanalyse, et depuis ça a été énormément développé par plein de gens très célèbres. Le principe, c'est de demander à quelqu'un de raconter quelque chose pour pouvoir le soigner. Parce qu'on pense que la personne va raconter quelque chose qui peut-être lui a fait beaucoup de mal ou en tout cas a eu une grande importance et qui a des conséquences sur son comportement actuel qui souvent l'empêchent de vivre ou d'être heureux ou de pouvoir s'épanouir normalement. Et c'est en racontant ces choses-là qu'on peut les surmonter. Donc la jeune Françoise Dolto, qui à l'époque s'appelle Marelle, est chez un psychanalyste très célèbre qui s'appelle Laforgue, que moi je ne connais pas, mais qui était célèbre en 1934. Et elle va passer plusieurs séances à pleurer, parce que le psychanalyste va lui dire « Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez ». Et rien que de penser à tout ce qu'elle voudrait raconter comme malheur, elle va déjà commencer par pleurer 3 fois 50 minutes. Quand elle aura fini de pleurer, elle va démarrer sa fameuse thérapie, sa psychanalyse, qui va durer 3 ans.
Au début, Françoise Dolto, qui s'appelait Françoise Marel, était, très malheureuse et elle ressemblait à ce qu'on peut appeler une fille perdue parce qu'elle n'avait pas de métier, pas de mari. Elle avait annulé ses fiançailles, elle s'était fait renvoyer de chez elle par sa maman. Elle n'arrivait plus à étudier, elle était même plus capable de lire une page d'un livre et elle ne dormait plus la nuit. Donc elle est arrivée en très mauvais état à 25 ans. Mais au bout de ces 3 ans de thérapie, c'est le thérapeute qui va pleurer pour lui dire au revoir parce qu'il va lui dire: «J'ai jamais aussi bien travaillé qu'avec vous». Donc on suppose que sa thérapie a marché et maintenant cette, jeune femme de 25 ans qui était, très malheureuse et incapable de vivre, va pouvoir consacrer sa vie à faire un travail qui est très important pour elle, qui va être de soigner les bébés et on va voir dans la suite comment elle va faire ça. Le chapitre suivant s'appelle «Le petit garçon qui voulait qu'on le jette». Donc ça nous parle d'un petit garçon qui a 2 ans, mais qui a l'air d'être un bébé. On dirait qu'il a 8 mois ou 10 mois. Et il a surtout une particularité qui est terrible, c'est que cet enfant, il est très sale. Il a le nez qui coule, il fait pipi sur lui, caca, il est plein d'eczéma et il est dégoûtant. Et du coup, les puéricultrices qui doivent le soigner, parce qu'il est en foyer, c'est un bébé qui a été placé à la DAS. La DAS, c'est un foyer pour les enfants. Et donc, cet enfant-là, les puéricultrices, elles veulent même pas s'occuper de lui, elles se le passent de l'une à l'autre en disant: «Oh, il est dégoûtant, j'ai pas envie de m'en occuper». En plus, il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher, il a tellement de problèmes qu'on dirait qu'il est fou. Alors ils vont appeler Françoise Dolto et à cette époque-là, les gens pensent qu'elle est zinzin, qu'elle est un peu cinglée parce qu'elle fait, de la psychanalyse avec les bébés. Elle va parler à des bébés et on trouve que c'est bizarre parce qu'un bébé ne sachant pas parler ne peut pas comprendre ce qu'on lui dit. Mais un bébé, même s'il ne comprend pas les paroles, il a quand même un besoin qui est le besoin de tous les humains, c'est le besoin d'être aimé. Et ça passe par le langage. Françoise Marette, donc qui va devenir Françoise Dolto, hein, on le sait, elle va dire que, le besoin d'être considéré par les autres, c'est aussi le besoin d'être écouté et le besoin qu'on nous parle. Et c'est à ce besoin-là de l'enfant qu'elle va essayer de répondre pour l'aider à aller mieux. Alors ce petit bébé, elle va commencer déjà, enfin ce garçon de 2 ans qui se présente comme un bébé tout sale, tout dégoûtant, elle va déjà commencer par essayer d'en apprendre plus sur lui. Et il a une particularité, c'est qu'il a été, hem accouché sous X. Et parmi tous les enfants placés, sur 1000 enfants placés à la DAS, il n'y en a que 1 sur 1000 qui sera un enfant accouché sous X. Parce que l'accouchement sous X, c'est très particulier. C'est surtout que la dame qui a fait cet accouchement sous X a demandé expressément à ce qu'on ne la retrouve jamais, elle n'a même pas laissé son nom. C'est accoucher d'un bébé et ne jamais pouvoir établir de lien avec la mère biologique. Et donc ce fameux bébé qui a vécu ça, il a quand même quelque chose de sa maman, c'est qu'elle lui a donné 3 prénoms. Donc Françoise Dolto, elle va déjà aller voir l'enfant et elle va lui parler. Sa particularité à Françoise Dolto, c'est de leur parler avec des mots très simples mais très sincèrement. Donc elle va aller voir ce petit garçon, elle va lui dire: «Bonjour, tu es» et elle va donner les 3 prénoms. Les 3 prénoms sont pas notés dans le livre, on n'a que les initiales G, F et R parce que quand on fait, un genre de rapport ou en tout cas un écrit sur une thérapie qui a vraiment eu lieu, on ne donne pas les vrais prénoms des gens et pour pas qu'on puisse les identifier parce que c'est leur vie intime, évidemment, c'est la vie de ce petit bébé. Donc ces 3 prénoms-là ne sont pas écrits entièrement, mais elle lui dit: «Tu t'appelles», en citant les 3 prénoms. Et là, cet enfant va commencer à accrocher avec elle. Elle va se rendre compte dans son regard que cet enfant qui paraît esquiver tout le monde, il a quand même commencé à faire attention à ce qu'on lui dit parce qu'il écoute bien. Elle lui dit une deuxième chose, elle lui dit: «Il y a que toi qui sais pourquoi tu as accepté de vivre avec tant de malheur, mais tu as fait le choix de survivre dans cette vie très difficile». Et dans ces séances, elle va chercher à savoir qu'est-ce qui peut, avoir, comme origine le fait que l'enfant, soit si sale et soit si peu, attrayant pour les personnes autour. Et elle va avoir une hypothèse, elle va avoir une idée, elle va demander à l'enfant: «Est-ce que par hasard, tu ne voudrais pas être rejetable pour tout le monde, pour que tout le monde soit comme ta maman?» C'est-à-dire, est-ce que, cet enfant-là, il ne voudrait pas être dégoûtant pour qu'on le jette, comme sa mère l'a jeté? Parce que tous les enfants aiment leur maman et que lui, il penserait que se faire jeter, c'est ça l'amour d'une mère.
Et comme elle voit que l'enfant accroche et qu'il écoute bien tout ce qu'elle lui dit, elle va essayer justement de transformer ce mauvais mécanisme qui fait que l'enfant se rend tout dégoûtant pour revivre parce qu'il est à la recherche de ce sentiment d'amour qu'il a connu. Elle va lui dire: «Finalement, ta maman, si elle t'a rejeté, c'était pour que tu sois moins malheureux que si tu étais resté avec elle». Et l'enfant va se mettre à changer. Il va arrêter de vomir, de faire pipi partout et d'avoir le nez qui coule. Il va commencer à regarder les gens autour de lui, il va commencer à créer des liens avec les autres. Et l'auteur dit que cet enfant, paraît-il, fut très heureux. Donc voilà, dans ce petit chapitre, on voit un petit peu comment elle fait de la psychanalyse avec les bébés. Le chapitre suivant de ce livre de Sophie Scherer s'appelle Premier amour. Et ce chapitre va parler du premier amour de Françoise Dolto. Ce premier amour, c'était quand elle avait 8 mois. Elle avait une nurse irlandaise. Et cette nurse irlandaise faisait tout un tas de choses très excentriques, mais elle aimait beaucoup le bébé. Elle donnait tant d'amour à cette petite fille que même les parents, quand ils voulaient que leur fille fasse attention à eux, ils devaient lui parler en anglais, parce que cette petite fille était dans un échange avec sa nurse où elle adorait qu'on lui parle en anglais, elle adorait sa nurse plus que ses parents. Mais cette nurse, elle avait des problèmes de drogue et de délinquance, et finalement elle va être renvoyée, entre autres parce qu'elle a volé une broche, mais en plus elle va dans des fêtes, elle se prostitue, et elle emmène le bébé partout avec elle. Ce qui évidemment est très dangereux pour le bébé, et les parents vont y mettre un terme dès qu'ils vont s'en rendre compte et vont renvoyer la nurse sans donner aucune explication au bébé. Et du coup, le bébé qui est une petite fille, qui va être traumatisée par la disparition de cette nurse, qui était une délinquante, une droguée, etc., mais qui était quand même une jeune fille qui adorait ce bébé et qui en prenait un grand soin, qui lui parlait, qui l'aimait, qui la couvrait de tendresse. Le bébé ne s'en remet pas de cette séparation et le bébé se laisse mourir. Elle va avoir une maladie très grave, une pneumonie qui fait qu'elle n'arrive quasiment plus à respirer. Et la mère de cet enfant, qui est une bourgeoise, qui est la mère en réalité de Françoise Dolto, hein, on comprend dans le chapitre que le petit bébé de 8 mois, c'est Françoise Dolto à l'époque, va prendre sa petite fille qui est terriblement malade dans son lit et va presque lui donner son propre souffle et sa chaleur pour la maintenir en vie. Toute cette histoire, en fait, Françoise Dolto va la reconstituer, entre autres à travers sa psychanalyse, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé quand elle était bébé, d'où vient son mal-être. Ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais souvent la psychanalyse, c'est un petit peu bizarre. On peut y croire ou ne pas y croire, des fois c'est un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour la personne qui l'a raconté, c'était important. Et Françoise Dolto, en tout cas, qui a raconté cette histoire, peu importe quelle est la part de vérité dans cette histoire, elle considère qu'en racontant ça, elle va mieux que si elle ne l'avait pas raconté. Et l'auteur dit que cette fameuse nurse irlandaise, elle va disparaître dans l'histoire, on ne saura même pas son nom, et pourtant, elle aura participé à la création de la grande thérapeute Françoise Dolto, parce que cet amour-là, il aura été à l'origine de la personnalité de la dame qui va passer toute sa vie, qui va consacrer toute sa vie à aller voir des bébés qui souffrent. Et l'auteur termine par une petite phrase qui est un peu rigolote encore parce qu'elle fait de l'humour aussi hein, dans ses chapitres. Elle dit « Tout est de sa faute » à cette fameuse nurse irlandaise. Hein. Et c'est comme ça que se termine ce 5e chapitre « Tout est de sa faute ». Fin du résumé.